Vous êtes bien sûr dans votre émission La Matinale et bienvenue dans la rubrique invité de la matinale. Mesdames et messieurs, à l'heure du numérique, les fausses informations circulent à une vitesse vertigineuse, semant ainsi une confusion et la méfiance dans nos sociétés, santé, politique, religion. Aucun domaine n'y échappe. Face à cet état de choses, la communication pour le développement peut-elle devenir un véritable bouclier contre la désinformation? Pour répondre à cette question, nous avons une fois encore le plaisir de recevoir Dr Jacques Richard Kodjor. Il est expert en communication pour le développement. Bonjour docteur et bienvenue dans le fauteuil de l'invité. Merci. Déjà, pour commencer, comment est-ce que vous définissez la désinformation? Merci. Je vous remercie pour l'invitation. La désinformation consiste à propager une information qui n'est pas juste en vue d'atteindre un objectif donné. On ne fait pas de la désinformation pour de la désinformation. Et aux rubriques, aux différentes rubriques de la désinformation, nous avons les informations fabriquées, nous avons les fausses informations, nous avons les informations détournées et nous avons également aujourd'hui avec l'intelligence artificielle des informations qui sont créées au laboratoire. Et donc, vous pouvez avoir aujourd'hui une vidéo que vous allez penser être vraie avec la voix de l'individu, avec l'image de l'individu, avec les postures de l'individu, avec l'éthique de l'individu. Tout ça, on est capable de faire tout ça aujourd'hui et dans l'optique de nuire à une image ou pour atteindre un autre objectif. Exactement, docteur. Alors, quel est le lien que vous faites, puisqu'on en parle beaucoup, entre la communication pour le développement et la lutte contre, je dirais, les fake news? Oui, je vais répondre sans ambages à votre question, hein. La communication pour le développement, c'est vraiment le frein contre la désinformation. La communication pour le développement, c'est vraiment l'attitude dans laquelle on va rentrer pour ne jamais tomber dans la désinformation. Et comment? Parce que la communication pour le développement est une communication spécifique qui vise à faire changer une attitude au sein d'une communauté, qui vise à faire passer d'une étape A à une étape B, mais de façon positive, mais au sein d'une communauté. Et la désinformation est complètement en dehors de la communication pour le développement, en ce que la construction des méthodes, la construction de la stratégie, la construction des outils de la communication pour le développement, tout cela se fait avec les cibles elles-mêmes. Tout cela se fait avec les bénéficiaires. La communication pour le développement prend en compte celui qui va bénéficier de la communication. Et c'est ça qui fait que, avec la communication pour le développement, on ne se retrouvera jamais dans la désinformation parce que tous les acteurs y prennent part. C'est une communication participative. Évidemment, si je vise à faire changer de comportement à un individu ou à une communauté, il faut bien que cet individu ou que cette communauté puisse participer à l'édification de ce changement de comportement. Je rappelle que la communication pour le développement, si fort dit en anglais, c'est également défini comme la communication pour le changement social de comportement. Donc, la communication pour le développement vise à faire changer un comportement, une attitude au sein d'une communauté. D'accord, docteur. Et en quoi est-ce que les fake news constituent-elles une menace pour le développement et la cohésion sociale? Mais les fake news, c'est vraiment une menace aujourd'hui. C'est vraiment une menace aujourd'hui et c'est une catastrophe. Alors, je voudrais dire que nous, nos États, nous sommes encore un peu à l'abri, mais il y a déjà dans le monde des suicides liés aux fake news.
des gens ont sorti des informations qui n'existaient pas Exactement. sur des personnes plus ou moins sensibles qui se sont suicidées. Donc, c'est dire que c'est un fléau, les fake news aujourd'hui, ce que nous ne retrouvons pas dans la communication pour le développement. Parce que la communication pour le développement également a différentes étapes. La communication pour le développement, par exemple, part d'un plaidoyer. C'est-à-dire que vous voulez faire changer une attitude au sein d'une communauté, vous allez d'abord faire un plaidoyer auprès des responsables de la communauté. Après l'étape du plaidoyer, il y a l'étape de la mobilisation sociale. C'est-à-dire que vous faites une communication autour du problème qui est posé pour en faire prendre conscience à tout le monde. Et enfin, il y a la communication communautaire qui implique les membres de la communauté eux-mêmes, ce qui fait que nous ne serons pas vraiment et jamais en présence de fake news dans cet état d'esprit de communication pour le développement. C'est vrai, vous l'avez eu à aborder, mais de manière beaucoup plus concrète. Dites-nous quels sont les types de désinformation qui existent. Alors, aujourd'hui, la désinformation n'a plus de limite. Si vous voulez, la désinformation, nous n'allons pas faire la typologie. La désinformation va avec tous les segments de la société d'aujourd'hui. Il y a la désinformation en milieu politique, il y a la désinformation en milieu économique, il y a la désinformation dans tous les secteurs de la vie aujourd'hui. Et aujourd'hui, au Bénin, il y a eu une information relative aux anciens présidents de la Cour constitutionnelle qui auraient fait une déclaration. Celui qui l'a fait aujourd'hui, sur les réseaux, présente encore des excuses parce que l'un des présidents de la Cour constitutionnelle, l'un des anciens présidents de la Cour constitutionnelle, a dit qu'il n'a jamais donné une interview à quelqu'un pour qu'on puisse dire qu'il a dit ça. C'était de la désinformation. Celui qui a fait ça visait un objectif donné. Il voulait ternir l'image du projet de loi modifiant la Constitution pour l'instauration du Sénat. Il est certainement contre l'initiative et il veut montrer qu'il y a plusieurs personnalités membres de droit qui disent même d'office qu'ils ne veulent pas y participer. C'est de la désinformation. Et cette désinformation a un but précis. La désinformation rentre également dans la vie des couples. Oui. Dans la vie des couples, il y a des problèmes de couple et que les gens préfèrent régler sur les réseaux sociaux, utilisent les acteurs des réseaux sociaux pour pouvoir régler des problèmes, même dans leur vie intime, même dans leur vie de couple. C'est vous dire qu'aujourd'hui, la désinformation, les fake news, c'est un fléau, mais c'est un fléau avec lequel nous sommes amenés à vivre. Et il faut faire avec. Il faut changer de mentalité. Et il faut avoir l'état d'esprit qu'il faut aujourd'hui parce que les vraies informations même partent à une vitesse terrible, mais chaque vraie information qui part avec un lot de fausses informations qui l'accompagnent. D'accord, donc chaque lot d'informations part avec un lot de fausses informations. Alors, dites-nous, comment est-ce que la CIFORDI peut-elle être utilisée comme un levier de prévention et d'éducation, je dirais, face à tous ces problèmes-là? Alors, il faut dire que le fonctionnement de la CIFORDI fait que c'est un domaine de communication que les gens n'aiment pas explorer. Alors, parce que une CIFORDI bien menée ne peut pas comporter de désinformation. Et aujourd'hui, on relègue simplement la CIFORDI dans le casier des projets de développement que les gens conçoivent. Et là encore, on a un autre problème. Les gens conçoivent leurs projets de développement sans intégrer la communication pour le développement. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que depuis 1960 dans notre pays, il y a plein de projets qui se succèdent dans plein de domaines, mais qui ne changent vraiment pas grand-chose parce que les gens n'intègrent pas la communication pour le développement. Et il y a un secteur que je connais très bien pour avoir travaillé au Conseil national de l'alimentation et de la nutrition, le domaine de la nutrition. Nous avons au Bénin des communes. Nous avons certaines communes au Bénin où des interventions existent depuis 1960.
où des interventions existent avec même les organismes des Nations Unies depuis 1960. Mais le taux de malnutrition chronique chez les enfants de 0 à 5 ans culmine à 60% dans certaines de ces communes-là, mais qui ont toujours reçu des interventions. Ça veut dire quoi? Que toutes ces interventions n'ont pas été conçues avec derrière un programme de communication pour le développement. J'ai senti que l'ANAD, l'agence actuelle, fait des efforts, fait des spots à la télé pour voir ce qu'il faut manger ou ce qu'il ne faut pas manger. C'est déjà ça. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller dans des concepts beaucoup plus intéressants. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le domaine de la nutrition. Hein. On montre aux dames comment préparer, comment faire un repas complet et tout le reste. Mais l'objectif, c'est de rendre disponible ce qu'il faut ou aller leur montrer avec ce qu'ils ont la capacité de régler les problèmes. Je sens qu'on est encore en train de distribuer des plants peanuts. OK. Mais si on peut mettre le haricot à disposition des populations, le plant peanut qui est fait à base de haricot, à base de niébé, si on peut les amener à consommer le niébé directement, ça pourrait faire changer quelque chose. L'objectif, c'est quoi? Changer quelque chose au niveau de la population. Mais je voudrais dire que tout le monde ne veut pas changer forcément quelque chose. Exactement. Et un commerçant qui veut vendre une paire de chaussures, il sait que le besoin existe, il sait que vous achetez des paires de chaussures, et lui, il n'a pas besoin de passer par toutes les étapes de la communication pour le développement. Lui, il vous vend son produit, les qualités de son produit, et il sait que le besoin existe. D'accord? Et donc, de façon institutionnelle, on veut vous informer que demain, il sera interdit de prendre la route d'Agla. OK, ça c'est de la communication institutionnelle, c'est de la communication informationnelle. On n'a pas besoin d'aller vers la communication pour le développement. Mais la communication pour le développement, nos communautés en Afrique et dans nos États ont besoin de ça pour avancer, pour s'élever. D'accord, docteur. Alors, quelles sont les stratégies qui fonctionnent le mieux pour atteindre les publics vulnérables ou éloignés du numérique? Parce qu'aujourd'hui, on remarque que la désinformation évolue beaucoup plus dans tout ce qui a rapport au domaine du numérique. Oui, alors, chaque évolution vient avec ses inconvénients. Absolument. Et donc, nous avons atteint un niveau de communication aujourd'hui jamais égalé, où on peut parler en direct et en voyant la personne, entre quelqu'un qui est à Washington et moi qui suis à Cotonou. Nous pouvons échanger, nous pouvons nous regarder et voir et lire nos émotions. Mais quand on en est arrivé là, c'est que il y a des inconvénients qui sont liés à ça. Vous connaissez plusieurs histoires de personnes qui font des appels vidéo et après, c'est leur nudité qu'on voit là-bas. Exactement. Mais c'est simplement parce que on ne prend pas toutes les précautions liées à l'évolution technologique que nous avons. Et c'est encore pire entre les parents et les enfants. Les parents aujourd'hui commencent à être complètement dépassés parce que les enfants, en matière de technologie, le parent achète son téléphone, c'est lui qui allait acheter son téléphone dans la boutique, les téléphones qui lui plaisaient. Mais c'est son enfant qui ne sait pas là où il a acheté le téléphone, qui lui apprend à manipuler le téléphone. C'est vous dire que nous avons atteint des niveaux aujourd'hui où et la manipulation est liée à la vitesse à laquelle nous pouvons communiquer. Voilà. Donc, il faut se mettre à jour. Chacun doit se mettre à jour. Il y a une mise à jour que nous tous, nous devons faire pour pouvoir nous adapter. Il y a une mise à jour continuelle qu'on doit faire, je dirais, tout le temps. Alors, comment est-ce que vous encouragez une culture de vérification des sources au sein du grand public? Mais la vérification des sources n'est pas à la portée de tout le monde, malheureusement.
Et la vérification des sources, et c'est une attitude qui aujourd'hui n'est pas vulgarisée chez tous ceux qui sont capables de faire cette vérification. Je reviens sur l'information dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'un monsieur aurait dit que telle et telle personne ne veut pas siéger au Sénat. Mais je suis sur des forums WhatsApp où des gens se sont mis à commenter ça. Alors que ces personnes qui se sont mises à commenter avaient la capacité d'aller vérifier l'information. Mais elles n'ont pas vérifié. Alors, nous sommes aujourd'hui à l'ère également de la consommation. Nous consommons abondamment. Et c'est cette consommation qui fait que nous n'avons pas le recul nécessaire pour étudier ou pour vérifier les sources et avancer. Malheureusement pour nous, nous avons le code du numérique qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas bien recoupé vos sources, mais vous vous retrouvez en difficulté. J'ai actuellement un ami à moi, un collègue, on a fait l'université ensemble et tout, il est journaliste aujourd'hui et dernièrement, il a dû faire un communiqué public pour présenter ses excuses au chef de l'État parce que dans la période, il y a eu des informations, c'était la période où le président Adrien Ngweji était en train de bousculer son parti politique. Lui, il a repris certaines informations sans les avoir recoupées. Mais aujourd'hui, quand on le rappelle pour lui dire, ben, dis-nous tes sources et tout, il se rend compte qu'il n'avait pas recoupé les informations. Lui, il a pris les informations pour pondre son éditorial. Alors, c'est son éditorial qu'on est allé voir. Où est-ce que tu as eu tes informations? Il est incapable de le dire. Or, dès qu'il a été interpellé, j'ai vu des confrères ses confrères, qui ont commencé à dire non, c'est un type sérieux, c'est quelqu'un qui fait bien son travail et tout. Mais là, il n'a pas recoupé les sources. Recouper les sources vous protège. Vérifier les sources vous permet de ne pas rentrer dans l'erreur. Et ça, quand on est professionnel, il faut s'atteler à cela. D'accord. Le recoupement s'avère donc primordial ou colossal. Et justement, vous étiez en train de dire, docteur, quelles sont les responsabilités qui incombent aux journalistes ou aux communicateurs dans la diffusion des informations, je dirais, beaucoup plus vérifiées? Oui, si en tant que journaliste, si en tant que communicateur, vous n'avez pas à cœur la véracité des informations que vous diffusez, moi je veux dire simplement que vous n'êtes pas sérieux. Parce que votre métier consiste à diffuser les informations. Et donc le minimum, c'est d'aller vérifier les informations que vous diffusez. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire, moi par exemple, je ne suis plus journaliste, j'ai été journaliste, mais aujourd'hui je ne le suis plus. Mais tout ce que je déclare aujourd'hui, devant une caméra ou devant une radio, et même, il faut faire l'effort, même dans votre vie privée, ce que vous déclarez. Faites attention pour que ce que vous déclarez, vous puissiez en être sûr ou en être certain. Parce que même dans la vie privée, ce que vous avez déclaré peut se retrouver sur la place publique et vous mettre en danger. Donc, si en tant que professionnel, vous n'avez pas ce réflexe, j'ai bien envie de dire, ben, vous êtes trompé de métier, c'est tant pis pour vous, parce que aujourd'hui, dans le contexte béninois, vous aurez maille à partie avec la justice et la justice ne vous ratera pas. Et exactement, docteur, mais nous observons quelque chose, je dirais, ces dernières années, mais ces derniers temps, où tout le monde veut partager de manière, ou veut diffuser, chacun veut diffuser de manière instantanée l'information, parce que déjà on est pressé. Du coup, quelque part, certains n'arrivent plus forcément à vérifier l'information comme cela se doit. Oui, bien entendu, c'est-à-dire que c'est la culture du scoop. C'est la culture du scoop. Je me rappelle bien quand j'étais dans ce métier-là, mais on courait derrière le scoop. Absolument. Et là, aujourd'hui encore, j'ai des gens qui courent toujours derrière le scoop. Je dois être le premier. Le premier à sortir l'information. Oui, mais il y a du mérite à être le premier à sortir l'information. Il y a du mérite.
il y a de la gloire qu'on puisse en tirer. Mhm. Mais c'est à vos risques et périls Et si vous ne vérifiez pas l'information avant de la sortir. C'est tout. Sinon, c'est palpitant. On a envie de sortir l'information en Exactement. premier. Bon, aujourd'hui, c'est devenu diffus. Aujourd'hui, on a le réflexe de transmettre. Je crois, comment on dit ça? On transmet ou on partage. Partage, Voilà, on a le réflexe de partager. On partage, on partage. Or, si c'est vous qui avez partagé, on peut aller vous chercher, vous qui avez partagé, sans chercher la source. Ah ouais. Parce qu'en partageant, vous avez participé à la diffusion de la fausse information et vous êtes responsable de ce qui se passe. Et c'est pour ça que aujourd'hui, moi, lorsque je vois une information qui est grosse, on dit une information Vous mettez quoi grosse. de grosse? Oui, une information qui paraît irréelle. Quand je veux partager, je partage toujours en privé. Je n'envoie jamais dans des groupes. Parce que dans un groupe, vous ne savez pas tout ce qui capte. Je partage toujours en privé avec des amis pour dire, voilà ce que je viens de voir, qu'est-ce que tu en penses? C'est toujours mieux comme ça pour ne pas s'exposer à la rigueur de la loi. D'accord, docteur. Comment est-ce qu'on peut impliquer les jeunes, les influenceurs dans la lutte contre les fake news, notamment sur les réseaux sociaux? Parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la tendance, elle est tout autre. Je voudrais vous dire que vous cherchez quelque chose que vous n'aurez pas. Puisque les influenceurs même vivent de fausses informations. Puisque les influenceurs même manipulent l'information. Parce que ce que eux ils veulent, c'est d'avoir des followers, c'est d'avoir des vues. Donc, même s'il faut aller fabriquer l'information, ces gens-là sont prêts à aller les fabriquer. Et d'ailleurs, quand vous me parlez d'influenceurs, ça c'est également une autre plaie de notre société, les influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est une grosse plaie. Parce que les influenceurs sur les réseaux sociaux affichent une vie qui n'a rien à voir avec leur vie réelle. Et ça, comment est-ce que vous voulez qu'une gamine de 8 ans comprenne que ce qu'elle est en train de regarder là n'est pas juste? Et quand je vous parle de gamine, je vais trop loin. J'ai des amis âgés de la cinquantaine ou de la soixantaine qui courent me voir pour dire, mais ah, tu as vu ça? Je dis, mais c'est du théâtre qu'ils font. C'est du théâtre. Aucun couple ne vit comme ceux-là vous montrent. Et on voit des couples où la femme s'agenouille quand l'homme rentre, elle lui donne à manger, elle chauffe ses pieds. Ça n'existe nulle part. C'est du montage, c'est du théâtre. Et ceux qui le font n'acceptent pas que les caméras les filment. Là, je suis d'accord. En présence d'une caméra, sachez que c'est du montage. Dès qu'il y a une caméra, dès qu'on est en train d'être filmé, c'est un film, c'est du théâtre, c'est du montage. Et c'est ça qu'on vous affiche sur les réseaux sociaux. Et vous voyez des gens qui sont toujours en train de manger des repas et puis ça vous donne, ça vous met l'eau à la bouche. Arrêtez ça. Personne ne vit comme ça. Personne. Aujourd'hui, c'est vrai que TikTok permet de faire du vlogging. Exactement. Je crois du vlogging où je vais vous montrer toute ma journée. D'accord? Mais c'est une journée spéciale. C'est une journée que j'ai programmée. C'est des rendez-vous que j'ai pris. J'ai cherché les ressources pour aller dans tel et tel restaurant, pour aller dans tel et tel hôtel. Donc, je vous montre ça une fois et vous pensez que c'est ma vie de tous les jours. C'est faux. C'est pas ma vie de tous les jours. Et ça, c'est une grosse plaie, cette histoire d'influenceurs ou d'influenceuses. Je voudrais mettre en garde tous ceux qui aiment suivre ces gens-là. C'est du cinéma. Ça n'a rien à voir avec la réalité des gens. D'accord, docteur. On peut dire que c'était aussi une petite parenthèse. Alors, quelle vision portez-vous pour une CIFOR plus éthique, plus durable face à la désinformation grandissante? Oui, la CIFOR en elle-même n'a pas de problème dès qu'elle est bien implémentée. Donc, moi, ma vision aujourd'hui, c'est de transformer des gens comme vous et tous vos confrères journalistes à s'imprégner des méthodes et des techniques de la CIFOR
ce qui vous permet de vérifier les informations, ce qui vous permet de construire l'information et ce qui permet de faire avancer nos communautés. Il y a des thématiques qui sont des thématiques légères sur lesquelles des chaînes de télévision peuvent investir pour dire nous allons faire en sorte que, par exemple, il y a des thématiques légères. Hein. Vous savez, par exemple, dans nos sociétés, au Bénin, nous utilisons souvent les cure-dents. Exactement. Et les gens sortent de leur maison avec le cure-dent dans la bouche. Alors, c'est pas très hygiénique. Si par exemple la chaîne où nous sommes, ETélé, décide de faire changer ce comportement, ETélé va faire des spots, va voir sortir avec cure-dent dans la bouche, c'est pas hygiénique et tout. Et le pire, le sommet, c'est que vous voyez des dames qui vendent du pain, qui vendent à manger du riz et qui ont le cure-dent dans la bouche. Absolument, y compris les conducteurs de taxi. Ah, les conducteurs de taxi-moto, ça c'est autre chose, c'est une gangrène. Mais moi, quand vous avez votre cure-dent dans la bouche, je ne monte pas sur votre moto. Parce que dès que vous avez votre cure-dent dans la bouche et que je suis derrière, le vent passant, c'est que j'avale toute votre salive. Ce n'est pas normal. Mais ces choses-là, ces petites choses, on peut les corriger, on peut essayer de les régler et faire avancer nos communautés. Et nous allons avoir des communautés plus agréables, plus viables. Merci, docteur. Nous tendons vers la fin de notre entretien. Alors, dites-nous quel serait votre mot de fin. Je souhaite que les communicants puissent aller à l'école de la communication pour le développement, CIFORDI, la communication pour le changement social de comportement, pour que toute notre communication puisse avancer. Je voudrais simplement vous faire remarquer que nos États, nos pays n'ont pas le niveau de communication qu'il y a en Occident. Et donc, nos entreprises de presse peinent à tenir parce que la facture est trop lourde. Alors, et si on changeait de paradigme? Pourquoi une chaîne de télé au Bénin ferait comme TF1 ou ferait comme M6 en France? Non. Eux, ils ont une culture de publicité et les entreprises payent pour que les chaînes tiennent. Chez nous, nos entreprises, nous n'en avons pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui puissent payer. Et finalement, c'est l'État seul qui est le client fidèle de nos entreprises de presse. À côté de ça, si nous pouvons développer d'autres stratégies, ça nous permettra de faire de la communication autrement et peut-être par ricochet, nous aurons de quoi survivre. Merci beaucoup, docteur Jacques-Richard Kodjo. C'est moi qui vous remercie. Pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes expert en communication pour le développement. Chers amis téléspectateurs, la désinformation est un défi collectif et la communication pour le développement offre une voie pour y faire face. Éduquer, dialoguer, vérifier et responsabilité restent des points clés que nous devons bien, que vous devez privilégier. Ainsi se referme la rubrique de l'entretien de la matinale. Merci de nous avoir suivis.